Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, on arrive au chapitre 17, le tout dernier de notre parcours en physiologie humaine. On va s'attaquer au système urinaire. Et attention, c'est un gros morceau, alors on va le faire en deux temps. Pour cette première partie, on va poser les bases, si vous voulez. On va regarder de près la structure du rein et sa mission vraiment incroyable de filtration. Alors au programme aujourd'hui, on va d'abord voir les fonctions essentielles des reins, ensuite on plongera dans l'anatomie de cette usine de filtration, du plus grand au plus petit, on verra comment tout ça est alimenté en sang, bien sûr, puis le cœur du sujet, l'ultrafiltration glomérulaire et comment le corps contrôle tout ça. Et on terminera en préparant le terrain pour la suite. Allez, c'est parti. Bon, première chose, quand on dit rein, on pense souvent à quoi? À un simple filtre, un truc qui nettoie le sang des déchets? Eh bien c'est vrai, mais c'est tellement plus que ça. C'est une vision vraiment simpliste. En réalité, leurs fonctions sont beaucoup plus complexes et absolument vitales pour tout notre équilibre. En fait, les reins, ils ont carrément 4 casquettes. Bon, bien sûr, ils excrètent les déchets du métabolisme, comme l'urée, ça, on le sait. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'ils peuvent aussi fabriquer du glucose, un peu comme le foie, c'est la néoglucogénèse. Troisième rôle, et pas des moindres, ils se comportent comme un organe endocrinien. Ils sécrètent des hormones super importantes, la rénine pour la pression artérielle et l'EPO, l'érythropoïétine, pour les globules rouges. Mais la fonction vraiment centrale, la plus cruciale de toutes, c'est de réguler le volume et la composition de tous les liquides de notre corps. C'est ça la vraie clé de voûte de notre équilibre interne, de l'homéostasie. D'accord, mais pour faire tout ça, comment sont-ils faits, ces reins? Il faut qu'on s'intéresse un peu à leur architecture. On va faire un petit voyage de l'extérieur vers l'intérieur. Commençons par regarder où ils se trouvent. Alors voilà, on les voit bien ici. Ils sont de chaque côté de la colonne vertébrale, bien calés et protégés par les côtes du bas. Et regardez bien le schéma. Ils ne flottent pas dans l'abdomen avec les intestins. Non, ils sont placés derrière la membrane qui tapisse tout ça, le péritoine. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont en position rétro-péritonéale. Rétro, ça veut dire derrière. Maintenant, si on fait une coupe, comme si on coupait le rein en deux, on voit tout de suite qu'il y a deux régions bien distinctes. À l'extérieur, on a cette partie plus claire, c'est le cortex. Et à l'intérieur, cette zone organisée en espèce de pyramide, c'est la médullaire. Et attention, cette différence de couleur, ce n'est pas juste pour faire joli. C'est hyper important fonctionnellement, parce que ce qui se passe dans le cortex et dans la médullaire, ce sont des choses très différentes. Le liquide va être traité en passant du cortex, puis à travers la médullaire, avant d'être finalement collecté. Allez, on zoome encore un coup, on passe au niveau microscopique. Et là, on rencontre la star, l'unité de base, l'ouvrier spécialisé du rein, le néphron. Il faut imaginer que dans chaque rein, il y en a plus d'1 million. 1 million de ces petites usines de traitement miniatures. C'est une structure d'une complexité folle et c'est elle qui fait tout le boulot du rein. C'est vraiment là, dans le néphron, que toute la magie opère. Bon, c'est bien beau d'avoir des usines de filtration, mais pour filtrer le sang, eh bien il faut du sang. Et pas qu'un peu. Vous allez voir que la performance de filtration des reins est tellement énorme qu'elle demande un approvisionnement en sang qui est tout aussi impressionnant. Regardons ce graphique. Il est très parlant. Il nous montre comment le sang est distribué dans le corps. Concentrons-nous sur la colonne de gauche, c'est le corps au repos. Voyez la part qui va au rein? C'est une part non négligeable du gâteau. Maintenant, regardez la colonne de droite. Pendant un effort, boum, le sang est envoyé en masse vers les muscles, c'est logique. Et du coup, qui est-ce qui trinque? Eh bien, le système digestif et les reins. Leur débit sanguin chute de manière spectaculaire. Et voilà le chiffre, celui qu'il faut absolument retenir. 20%. Au repos, nos reins, qui sont tout petits, qui ne pèsent quasiment rien par rapport au reste du corps, ils reçoivent à eux seuls 1/5 de tout le sang que le cœur pompe. C'est juste colossal. Ça vous donne une idée de l'intensité du travail de filtration qui s'y passe en permanence. Bon, on y est. On arrive au cœur du réacteur, si vous voulez. La question c'est comment, concrètement, le plasma du sang est filtré pour donner ce qu'on appelle l'ultrafiltrat. C'est un processus physique et biologique fascinant. Et tout ça, ça se passe dans une structure bien précise, le glomérule. Alors, regardez cette structure. C'est le corpuscule rénal. Il y a deux parties. D'abord, cette espèce de pelote de laine au milieu, c'est le glomérule. En fait, c'est un enchevêtrement de tout petits vaisseaux sanguins, des capillaires. Et tout autour, on a la capsule de Bowman, qui est là comme une coupe pour récupérer tout le liquide qui va sortir des capillaires. C'est précisément ici que se passe la première grande étape, l'ultrafiltration. La barrière de filtration en elle-même, c'est un vrai petit bijou d'ingénierie biologique. Il faut s'imaginer une barrière à 3 niveaux, 3 couches. La première, c'est la paroi même des capillaires, l'endothélium. Elle est fenêtrée, c'est-à-dire qu'elle est pleine de petits trous, de pores.
Ensuite, il y a une sorte de filet de sécurité, la lame basale, qui donne la résistance mécanique à tout ça. Et enfin, la troisième couche, la plus sophistiquée, la plus étrange aussi, ce sont les podocytes. Regardez bien cette image, on comprend tout de suite mieux. Ces podocytes, on dirait des petites pieuvres. Elles s'enroulent autour des capillaires et elles entrelacent leurs bras, leurs prolongements. Et les tout petits espaces qui restent entre ces prolongements, qu'on appelle des pédicelles, eh bien ce sont les fentes de filtration. C'est le dernier tamis, le filtre de haute précision du système. Mais alors, ce qui est génial avec cette barrière, c'est qu'elle n'est pas bête. Elle ne se contente pas de trier par la taille. Non, non. Regardez ce graphique, il est super important. Il montre la capacité des molécules à passer à travers le filtre en fonction de leur taille, mais aussi de leur charge électrique. Suivez la courbe verte, ce sont des molécules chargées négativement. On voit bien qu'elles passent beaucoup moins bien que les molécules neutres en bleu ou positives en rouge. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que la barrière de filtration elle-même est chargée négativement, donc elle repousse les autres charges négatives, un peu comme deux aimants. Et c'est super malin, parce que la plupart des grosses protéines du sang sont justement chargées négativement. C'est donc un filtre intelligent qui utilise aussi l'électricité pour faire son tri. Ok, on a le filtre, mais qu'est-ce qui pousse le liquide à traverser? En fait, c'est une véritable bataille de pression. D'un côté, on a la force qui pousse, la force principale, c'est la pression du sang dans les capillaires, la pression hydrostatique glomérulaire. Elle pousse le liquide vers l'extérieur. Mais de l'autre côté, il y a deux forces qui s'opposent, qui freinent. D'abord, la pression osmotique, les protéines qui ne sont pas passées dans le filtre attirent l'eau et la retiennent dans le sang. Et ensuite, la pression hydrostatique dans la capsule de Bowman. Le liquide qui est déjà passé exerce une sorte de contre-pression qui pousse dans l'autre sens. Et au final, tout se résume à ça. Le débit de filtration glomérulaire, qu'on appelle le DFG, eh bien, il dépend du résultat de cette bataille. On calcule la pression de filtration nette, c'est tout simplement la grande pression qui pousse, moins les deux petites pressions qui s'opposent. Le calcul est simple. Tant que le résultat est positif, c'est-à-dire tant que la force qui pousse gagne, eh bien, il y a filtration. D'accord, mais la pression artérielle, elle n'est pas toujours constante dans notre corps. Elle monte, elle descend. Alors, comment faire pour que la filtration reste stable? Eh bien, le rein est une merveille d'adaptation. Il a ses propres mécanismes pour garder ce fameux DFG super stable quoi qu'il arrive. C'est ce qu'on appelle l'autorégulation. Cette courbe, elle est aussi super importante à comprendre. Regardez la ligne bleue, c'est notre DFG, le débit de filtration. On voit ce long plateau au milieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si la pression artérielle générale du corps varie énormément, disons entre 80 et 180 mm de mercure, le débit de filtration, lui, ne bouge quasiment pas. Il reste constant. C'est la preuve que le rein s'ajuste en permanence pour maintenir sa fonction, pour se protéger de ces variations. Et comment il fait ça? C'est assez simple à visualiser. Il joue sur le diamètre des petites artères qui amènent le sang aux glomérules et qui le font sortir. C'est un peu comme si on avait deux robinets, un à l'entrée et un à la sortie. Si on ferme un peu le robinet d'arrivée, c'est le cas A, la pression à l'intérieur va chuter et donc la filtration aussi. À l'inverse, si on ferme un peu le robinet de sortie, le cas B, la pression va monter en amont et la filtration va augmenter. Le rein passe son temps à jouer avec ces deux robinets pour que la pression de filtration reste toujours parfaite. Voilà, on a vu les bases de l'anatomie et le mécanisme de l'ultrafiltration. Pour conclure cette première partie, on va juste prendre une seconde pour réaliser l'échelle absolument folle de ce processus. Accrochez-vous bien, 180 litres par jour, c'est le volume de liquide que nos reins filtrent chaque jour. Pour que vous réalisiez, ça fait 120 grandes bouteilles d'eau. C'est gigantesque. C'est tout le sang de notre corps qui est filtré, refiltré et refiltré des dizaines et des dizaines de fois par jour. Ça ne s'arrête jamais. Et ce tableau, il montre un truc encore plus fou. Regardez la ligne de l'eau. On filtre 180 litres, mais on en excrète, on ne fait pipi, que 1,5 litre en moyenne. Ça veut dire que 99,2% sont réabsorbés. Pour le sodium, c'est pareil, 99,4% de récupérés. Et pour le glucose, qui est un carburant précieux, c'est 100%, pas une miette de perdu. Le rein a donc cette stratégie, il jette tout par la fenêtre au début et ensuite il passe son temps à tout récupérer méticuleusement, sauf les déchets. Et ça nous amène à la question logique, la question qui tue. Si on filtre 180 litres, mais qu'on n'en élimine que 1,5, mais où passent les 99% qui restent? Qu'est-ce qu'il se passe avec tout ce liquide? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans deux autres processus clés, la réabsorption et la sécrétion tubulaire. Et c'est justement ce qu'on explorera en détail dans la deuxième partie. On verra comment le néphron, après avoir tout filtré, va sculpter ce liquide pour ne garder que les déchets et fabriquer l'urine finale.
D'ici là, pour être sûr que tout ça est bien en place, je vous encourage vraiment à faire le quiz qui accompagne ce chapitre. Merci de votre attention et à très bientôt pour la suite.